Je le dis souvent, pourquoi on utilise un entraîneur physique pour sculpter son corps ou être meilleur, et on n'utiliserait pas un psychologue pour entraîner son cerveau. Quel est le rôle de la peur dans tout ça Le jour où j'ai peur, j'arrête. La peur, comme on le connaît, en fait, comme on l'a décrit d'une manière générale, c'est pas un sentiment positif, c'est un sentiment qui te bloque et qui t'empêche de faire les choses. Après, en revanche, si on prend la peur au sens plus poussé du terme, plus l'appréhension, ça te permet de mettre tes sens en activité maximale et de rester éveillé. C'est tout petit, c'est rien du tout, mais c'est pas non plus tout rose comme je le fais un petit peu, comme je le montre un petit peu, mais écoute, je peux pas me plaindre parce que c'est rien du tout par rapport à ce qui m'est arrivé. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Voilà, puisque Romain me disait à l'instant qu'il avait un hard stop quand même, donc tu me le rappelleras bien tout à l'heure. Mais on est parti sur cet enregistrement. Je t'ai pas expliqué tout pour te mettre vraiment dans l'épisode. Génération Do It Yourself, on enregistre en conditions de direct. Donc tout ce que je dis là et tout ce que je dirai après, ce que tu diras sera proposé à nos auditeurs du jour. Voilà, Romain Grosjean, je te dis bonjour, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Do It Yourself. Écoute, merci à toi de m'avoir. Bon, je dois commencer par te dire un truc, Romain, c'est que, je ne vais pas te dire que je te déteste, ce ne serait pas sympa, mais en tout cas, je suis extrêmement jaloux parce que, tu vois, les auditeurs qui écoutent Génération Do It Yourself depuis quelques temps savent que, j'aime bien le foot, j'ai eu quelques invités autour du football, j'en parle de temps en temps. J'ai joué au hockey sur glace à un certain niveau, mais s'il y a bien un sport que j'ai découvert très jeune, tout seul, je me levais même pour les Grands Prix de Suzuka à 6h du matin, je devais avoir 7 ans ou 8 ans, j'étais tout seul à les regarder chez moi, avec mon frère aussi de temps en temps, un peu de temps en temps, et un truc dont j'ai rêvé vraiment, et un regret que je pourrais avoir dans ma vie, c'est de pas avoir été pilote de Formule 1, quoi. Et voilà, et toi, tu as fait partie des 20 élus. Donc voilà, je dois commencer par te dire que je suis extrêmement jaloux. Écoute, non, c'est vrai que c'est une chance d'être pilote de Formule 1 et que c'est un des métiers les plus, finalement, les moins nombreux au monde. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'y accéder, et après y rester, c'est encore compliqué. Et c'est vrai que se dire qu'il y a que 20 places dans le monde, c'est assez fou. 20 baquets, quoi, comme on dit. Bon, avant de commencer cet épisode, Romain, la tradition sur Génération Do It Yourself, je te propose de te présenter. Ok. Écoute, voilà, je suis Romain Grosjean, j'ai 35 ans, je suis pilote automobile et j'ai fait 9 ou 10 saisons de Formule 1. Je me trompe toujours dans les calculs. On va dire 180 Grands Prix, pour faire plus simple. Je cours maintenant aux États-Unis en IndyCar. Et je suis marié, j'ai 3 enfants magnifiques qui ont 7, 5 et 3 ans, Sacha, Simon et Camille. Je suis un passionné de sport d'une manière générale, plutôt tout ce qui est sport extrême. Et puis j'aime bien les challenges un petit peu fous, les triathlons longue distance, faire des étapes du Tour de France à vélo, des choses comme ça. Et après, surtout j'aime bien les gens, j'aime bien profiter de la vie, bien manger, j'aime bien le bon vin et rigoler. Écoute, moi je te suis depuis quelques années. J'aime bien ta présentation parce que je trouve qu'elle te correspond bien et que, en tout cas, tu relayes bien sur les réseaux sociaux tout ça. Moi, je regarde, je te suis avec, je savoure, tes posts sur Insta et à droite à gauche parce que, en effet, tu vois, ça fait plaisir de te suivre. On a l'impression que tu kiffes, en effet, et ça, c'est cool parce que je crois qu'il y en a beaucoup dans plein de milieux et potentiellement dans la Formule 1 et dans la course qui se prennent un peu trop au sérieux et qui kiffent pas ou qui kiffent plus. Et chez toi, on sent toujours
cette notion de kiff qui est là, dans le fond. Hein. Non, effectivement, je pense que c'est important, c'est dans la vie de continuer à être jeune dans la tête, je dirais, et de continuer à avoir des rêves d'enfant et puis surtout, de se dire que la vie c'est pas toujours donné. Tu vois, avec mon accident l'an dernier, je suis sûr qu'on en parlera en détail plus tard, mais ça m'a permis aussi de réaliser à quel point la vie était belle et qu'il fallait en profiter. Donc je pense que sourire, rigoler et s'amuser, tout en étant sérieux bien sûr, c'est un bon cocktail. Ouais, c'est évidemment, ça fait partie de toutes ces choses dont je veux parler. En effet, sourire, s'amuser en étant sérieux. J'essaie vraiment de m'appliquer ça à moi-même. Je voudrais évidemment aussi parler de cet accident, même si je me dis que tu as dû le faire en long, en large, en trois vers et que tu dois commencer à saturer un peu. Mais bon, il y a quand même un événement assez unique qui s'est passé là et plein de choses qui l'entourent, je pense. J'aimerais parler évidemment de comment, selon toi, avec quelle recette on peut réussir à faire partie des 20 meilleurs, des 20 élus, c'est pas que les meilleurs d'ailleurs, peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais des 20 élus dans une génération qui vont dans un baquet ou même probablement dans d'autres univers, il doit y avoir des recettes idoines, en tout cas. Voilà, je pense qu'il y a des choses. Je crois que tu as commencé aussi assez tardivement. J'aimerais qu'on parle de Netflix. J'aimerais qu'on parle de peut-être ta lignée parentale. Il me semble que tu as beaucoup de personnes qui t'entourent, qui ont fait du sport ou des sports de vitesse, direct, indirect. Voilà. Ça fait un beau programme. J'aimerais qu'on parle de ton staff aussi, potentiellement. Comment tu t'entoures, comment tu t'entraînes. Je te propose de commencer par un topic qui m'a été soufflé par Raphaël Bourrier, que j'embrasse, avec qui je parlais, qui est chez Google, qui travaille chez Google et je parlais avec lui il y a une demi-heure. Et il me dit, mais tu sais, les pilotes de Formule 1, c'est probablement les gitans les mieux payés du monde. Et ça m'a fait marrer. En plus, je crois que tu as quand même un lien avec les camping-cars, les caravanes. Tu vas m'en parler. Mais c'est vrai que c'est quand même fou, en fait, parce que moi, j'ai toujours rêvé de se baquer, peut-être, tu vois, en tout cas très, très jeune. Ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus, hein, soyons honnêtes. Mais c'est quand même n'importe quoi, parce que entre quoi, il y a combien de grands prix en ce moment? 20, 22, 22 plus? Écoute, il voulait en faire 23, on va dire une vingtaine, Ouais. parce qu'avec effectivement, ça fait 2 saisons qu'il doit y en avoir 23. Là, aujourd'hui, on a vu que le Grand Prix du Canada a été annulé, donc ça tombe à 22. Je pense qu'avec Covid, il y a des choses qui se passent, mais ça, c'est une vingtaine de Grands Prix par année. Donc ça fait 20 presque semaines entières déjà, juste pour les Grands Prix en dehors de chez toi, plus des essais, des choses comme ça. En fait, c'est quoi? C'est 30, 35? Enfin, il n'y a plus de chez toi, en fait, en Formule 1, si. Écoute, s'il reste quand même un chez toi, parce que c'est important de revenir aux bases, mais c'est vrai qu'en fonction des équipes dans lesquelles tu es, et des demandes de cette équipe, tu peux vite te retrouver à faire beaucoup d'apparitions marketing, de tournées sponsors, de simulateurs et puis de Grand Prix. Donc ça peut effectivement ça peut vite être 6 mois de l'année où tu es absent. 6 mois entiers, ouais. Et simulateur, juste pour comprendre, le simulateur, parce qu'aujourd'hui, si je comprends bien, sur une F1, entre les saisons, tu n'as pas le droit de tourner autant que tu veux, sur autant de voitures que tu veux, tout ça est très très contrôlé, c'est ça, hein, l'idée? Effectivement, tout ça est très contrôlé, il y a beaucoup de limitations. Donc cette année, c'était 3 jours d'essai à partager entre 2 pilotes en Formule 1, donc c'est quasiment rien. Et puis une fois que la saison est lancée, tu n'as plus le droit de t'entraîner. Donc c'est vrai que je dirais que les simulateurs, c'est devenu aujourd'hui un peu la clé du développement pour les équipes. Ça atteint des niveaux assez fous de corrélation et de réalisme. Et du coup, c'est là-dedans qu'il y a énormément de développement. On sait que les grosses équipes, ils ont un pilote de simulateur qui est là pendant les week-ends de course et qui simule les problèmes qui se passent en piste pour essayer de trouver des solutions. Donc, ils travaillent en général toute la nuit. Quand le vendredi après-midi, la F1 s'arrête de rouler, le pilote de simulateur se met en route et puis il roulera toute la nuit s'il le faut pour que à 8h du matin, quand les ingénieurs reviennent, ils aient des solutions qui ont été trouvées. Donc, c'est assez fou de se dire qu'on est capable avec le virtuel d'aider le réel.
C'est-à-dire que c'est pas un simulateur, en effet, alors si je comprends bien, qui est juste pour apprendre à mieux conduire ton circuit, etc. Il simule vraiment presque, enfin, toutes les pièces et toute l'électronique de la voiture, quoi. Exactement. En fait, si tu veux, les simulateurs, en termes d'apprentissage, tu peux apprendre une piste nouvelle et avoir un petit peu les premiers repères. Après, ça reste un jeu vidéo en termes de sensations et de prise de risque. Donc, c'est là où il y aura toujours une limite. Après, en termes de réglage de voiture, de développement futur, aérodynamique, etc., ça fonctionne super bien. Donc, c'est vraiment là-dessus que c'est utilisé le plus. Et alors, ce qui est fou, c'est que justement, on le voit un peu dans Drive to Survive et ce reportage Netflix qui quand même est un succès assez incroyable parce que ça dit en passant, hein, moi, j'avais un peu zappé la Formule 1 pendant quelques années et je m'y suis remis avec ça parce qu'en fait, ça m'a redonné goût à plein de choses. Donc, c'est un coup marketing magistral. Mais on voit qu'en fait, vous découvrez souvent vraiment en conditions réelles presque la voiture lors du premier Grand Prix ou des premiers essais, en tout cas avec tout le monde, quoi. C'est ça, hein. Effectivement, ouais, les voitures évoluent beaucoup. T'as très peu d'essais avant le début de la saison. Donc souvent, t'as pas roulé sous la pluie. La première fois que tu roules sous la pluie, ça peut être un week-end de course, voire la course. Et puis voilà, il y a des choses qui évoluent sur la voiture. Donc souvent, c'est le cas. Maintenant, bon, avec les simulateurs, au moins, tu peux te familiariser avec le volant, avec les boutons, avec les procédures, avec la voiture un petit peu, mais ça reste, encore une fois, ça reste un gros jeu vidéo qui est extraordinaire et qui se rapproche un maximum de la vie réelle, mais ça remplace jamais le roulage à bord. Et tout ça a été fait pour éviter des sortes de distensions euh, de budget, hein. C'est ça, l'idée, c'est qu'en fait, tu avais des écuries comme peut-être Ferrari ou Mercedes qui faisaient des essais qui pliaient 120 voitures par an, enfin j'exagère, mais des dizaines qui faisaient rouler, et du coup que ça leur faisait un budget beaucoup plus important que les autres, qui n'avaient pas les moyens d'avoir ni autant de moteurs, ni autant de voitures, ni autant de tests, etc. en même temps. C'est ça l'idée Effectivement, en fait, si tu veux, il y avait des essais qui étaient autorisés pendant les saisons. Donc, les équipes avaient deux équipes, une équipe de course et une équipe d'essai. Ouais. Donc, c'était bien pour les jeunes pilotes puisqu'ils pouvaient faire des milliers de kilomètres dans la voiture avant d'arriver en Formule 1 pour leur première course. En revanche, ça coûtait beaucoup d'argent quand les essais ont été interdits pour réduire les budgets des équipes. Les équipes se sont tout de suite tournées sur ces simulateurs qui, finalement, je ne suis pas sûr, soient tellement moins chers. C'est ce que j'allais dire, ouais, du coup, finalement, tu as reporté le budget ailleurs, quoi, hein, ça a toujours été le cas en Formule 1. Quand tu bloques une zone de développement, le budget va aller ailleurs, si tu veux. Là, ça y est, ils ont commencé à mettre des budgets, des limites de budget en place. Et je dirais que la saison 2021 est assez intéressante en Formule 1, avec des équipes plus proches les unes des autres. Mais jusque-là, effectivement, quand tu bloquais une zone de développement, tout de suite, l'argent allait ailleurs. Alors du coup, je reviens un peu sur... C'est vraiment passionnant ces choses-là, mais je reviens un peu sur la saison et le côté gitan, hein, si je puis dire. Mais il y a quand même un nombre d'effets de bord à tout ça et à tous ces voyages. Au-delà, évidemment, de loin, on se dit, bon, il est loin de sa famille ou il est loin de tout le monde, même si j'imagine que ta famille te rejoint de temps en temps. Il y a quand même... sorte de, tu t'es déboussolé en permanence. Il y a des moments, tu te réveilles, tu sais plus où t'es. J'imagine que, enfin, comment ça se travaille et comment tu le vis dans ta tête physiquement, tout ça? C'est ça, effectivement. Il y a certains moments. Pour moi, le pire, c'était d'arriver dans un aéroport, sortir d'un avion et devoir aller récupérer ma valise et de ne plus savoir de où j'arrivais. Ça se passait relativement souvent parce que tu voyages tellement d'un pays à l'autre, tu changes de zone de temps que tu es un petit peu perdu. Mais après, d'un autre côté, le mois de décembre, bien que cette année, la F1 va finir mi-décembre, mais d'une manière générale, le mois de décembre et janvier, tu étais à la maison et tu pouvais y être quasiment tout le temps. Et dans la saison, quand tu es à la maison, c'est toi qui fais ton emploi du temps. Donc, il y a des phases d'absence qui sont importantes, mais il y a aussi des phases de présence qui sont bonnes. Et tu vois, tu peux emmener tes enfants à l'école le matin, tu peux aller les chercher l'après-midi, tu peux jouer avec eux. Donc quand tu es là, tu es vraiment là. Donc je pense que sur une année, finalement, ça s'équilibre assez bien. C'est vrai qu'il y a des phases un petit peu difficiles où le pilote est beaucoup absent,
mais je dirais que de manière générale, ça s'équilibre assez bien sur une année et tu arrives quand même à passer pas mal de bon temps avec les tiens. Tu voyages dans des lignes traditionnelles, commerciales? On ne sait pas, des voyages en jet pour des Non, la pilotes? plupart du temps, c'est en commercial, sauf les tout gros champions, je dirais, qui gagnent énormément d'argent, se permettent de voyager partout en vol privé. Mhm. Moi, d'une manière générale, c'était beaucoup le commercial, et puis sur certaines destinations compliquées où c'était compliqué d'y aller, là, on prenait un avion privé, on essayait de le partager avec plusieurs pilotes. Mhm. Pour réduire les coûts. Mais d'une manière générale, non, tu voyages assez traditionnellement. Non, parce que ça pourrait être aussi un budget de. Alors, tu me diras si elles doivent limiter les budgets, mais ça pourrait être un budget de l'écurie parce que ça t'éviter de faire enfin, des changements dans 4 aéroports. Ou, enfin, voilà, j'imagine que de temps en temps aussi, c'est bien pour les pilotes, quoi. C'est vrai, mais écoute, dans les écuries où j'étais, en tout cas, c'était pas le cas. Et si c'était jet privé, c'était à mes propres coûts. Donc, voilà, comme je dis, à certains endroits, notamment le Grand Prix d'Autriche, qui était un peu perdu au milieu de nulle part. Euh, et même le Grand Prix de France, c'était pas simple d'accès. Hmm. Euh, sur- Manicourt, du coup, l'ancien, parce que le nouveau, c'est mieux, non? Ah non, 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 quoique. mais de Genève, moi j'habite Genève, tu vois, j'ai pas de vol pour Marseille, donc c'est Nice. Et Nice, il te reste une bonne heure et demie de route, et puis ça peut être les bouchons, enfin ça peut vite, voilà, se compliquer. Après, maintenant, voyageant beaucoup aux États-Unis et roulant aux États-Unis maintenant, les distances routières me semblent beaucoup plus faisables en Europe. Si je reviens sur si je fais un gros retour en arrière, toi, tu es alors euh, pas franco-suisse, suisse-français. Hein. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. En général, on dit franco-suisse, effectivement. Tu es né en tout cas en Suisse. Tu as toujours eu les deux nationalités? Alors, à la base, je suis né, effectivement, je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Je suis né suisse et autour de mes 8 ans, j'ai récupéré la nationalité française parce que ma mère avait pu la récupérer suite à un changement de loi. D'accord. Euh, et du coup, c'est là que je suis devenu double national. D'accord. Parce que ça, j'imagine que ça a quand même son importance par la suite des baquets, pour récupérer un siège de pilote, de pas être. Enfin, on a vu, je sais pas moi, chez certains Mexicains, pour pas les citer, ou d'autres nationalités dans les années russes, même récemment, que en fait tu peux avoir, alors au-delà des on va dire, de tes connexions privées, le fait d'être un national d'un pays pour un sponsor, ça a une importance, ou pour même un constructeur auto, quoi. Là, c'était pas lié du coup pour toi. Écoute, si j'avais pas été français, ma carrière se serait arrêtée en 2005 en étant champion de France de Formule Renault 2 litres. Donc, si tu veux, ça avait une importance essentielle pour moi d'être français, puisqu'en 2005, je suis donc champion de France de Formule 1 2 litres. Oui. Et l'étape d'après, c'est la Formule 3 en championnat d'Europe. Et les budgets là explosent déjà. Et donc, on n'avait pas les moyens d'y arriver avec mon père. Et je vais voir les différentes filières de jeunes pilotes. À l'époque, il y avait Red Bull, Toyota et Renault. Toyota était vraiment basé sur plus des Japonais. Red Bull avait déjà pris 2 Suisses. Et comme le Red Bull pouvait pas être vendu en France à cette époque, ils s'étaient pas intéressés d'avoir un pilote français. Et donc je vais voir Renault, qui me dit nous un pilote suisse, on n'est pas intéressé, parce qu'à l'époque je courais sous licence suisse. Hey, je suis français. Et c'est à ce moment-là effectivement. Mais j'ai aussi la nationalité française, et tout est parti de là. Et donc c'est sûr que ça a eu un rôle clé dans ma carrière. Donc un pilote, je dirais, portugais ou d'Azerbaïdjan a quand même, même s'il est très très bon, beaucoup moins de chances que les autres d'arriver en Formule 1, quoi. Écoute, après les temps ont un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les filières de développement coûtent tellement d'argent dès le karting qu'on a de plus en plus d'enfants de personnes très riches. Ou alors il faut être détecté très tôt dans une filière de jeunes pilotes. Après, il n'y a pas toujours un blocage de nationalité, mais c'est sûr que dans mon cas chez Renault, ça faisait sens pour eux de récupérer un pilote français, un jeune pilote français prometteur. Hmm. Euh,
En effet, on lit et on me dit ça et là aussi que produire entre guillemets un pilote de son plus jeune âge jusqu'à son siège, alors je sais pas si c'est en F1, mais en tout cas dans des catégories importantes comme ça, ça coûte entre 1 et plutôt près de 2 millions d'euros, c'est ça? C'est vrai? C'est plus entre, je dirais 7 et 10. Ah ouais. Ouais. Ok, oui. Mais sur les dernières années, à mon époque, c'était à peu près vrai. Il y a 15-16 ans. Aujourd'hui, dès le karting, tu as un quart de million d'euros en karting. Tu passes la première étape en monoplace, tu as 400 000 euros. La deuxième, tu es au million. Et quand tu vas arriver en Formule 2, tu es à plus de 2 millions. Et en général, il te faut 2 saisons pour y arriver. Donc, déjà, tu fais 2 saisons de Formule 2, 2 saisons de Formule 3. Tu vas te retrouver à 6 millions, plus les quelques années avant. Donc, tu vois, ça va très vite, très haut. Attends, mais je reprends juste du premier rang du karting. Quand tu as 7 ans, 8 ans, tu peux dépenser 250 000 balles par an pour ton fils. Alors, c'est quand même assez. C'est plutôt des garçons, j'imagine. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui investissent là, du coup, pour investir chez ta fille, ça va être plus compliqué parce qu'elle a peu de chances d'arriver en Formule 1 pour l'instant. Il y en a eu une pilote de Formule 1 il y a longtemps, je me souviens. Mais donc, c'est ça, c'est 250 000 euros? Écoute, pas à 7-8 ans, mais effectivement, entre 12 et 14, quand tu dois démontrer que tu passes en championnat d'Europe, championnat du monde de karting et qu'il faut sortir du lot dans les équipes de course, c'est effectivement ça les prix. Donc c'est sûr que ça explose très vite. Et tu as des sponsors quand tu dépenses 200. Enfin, c'est possible? Ou il y a des gens qui te sponsorisent Honnêtement, c'est plus des amis et des deals qui sont faits entre l'entreprise de papa et d'autres entreprises, tu vois, du B2B, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'en termes de visibilité, c'est extraordinaire à regarder. Le karting, c'est des courses splendides, mais en termes de visibilité, il y a pas de retombées. Donc, c'est compliqué de justifier du sponsoring à ce niveau-là. Et moi, j'aimerais, si j'ai un souhait pour le sport automobile dans les prochaines années, c'est qu'on arrive à réduire les coûts drastiquement et qu'on retombe sur des choses normales pour qu'on donne l'accès à beaucoup plus de personnes à la base. Ouais, parce que on a ce souvenir, alors peut-être des années 70, peut-être 80, où en fait tu pouvais avoir encore un fils de garagiste. Alors, ça coûtait cher, mais comme tu étais garagiste, tu pouvais le faire finalement, qu'arriver à certains niveaux et voire jusqu'à de la F1, non? C'était possible avant, non? Effectivement, c'était possible avant. Et puis c'est sûr que tout s'est professionnalisé, donc forcément il y a une inflation des coûts, mais l'inflation a été, je dirais surtout sur les 10 dernières années, extrêmement forte. Et change un peu le format. Et pour autant, cette année, quand on regarde toutes les catégories juniors, elles sont toutes pleines. Donc ça fait plaisir à voir. Même en karting, il y a un regain d'intérêt. Les paddocks sont de plus en plus remplis. Donc c'est vraiment super. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont des très très gros moyens. Et si je dois venir sur ton parcours à toi, tu as commencé tout ça assez tardivement? Oui, assez tardivement, effectivement, pour différentes raisons. À la base, j'étais plus dans le ski. Et ça, c'est un sport familial, c'est ça, si je ne m'abuse. C'est un sport familial, effectivement. Grand-papa était vice-champion du monde de ski. Donc forcément, c'était un petit peu dans la lignée. Et puis ensuite, j'arrête le ski, j'essaye un petit peu le BMX. Et finalement, le karting, en accompagnant mon père, qui lui est passionné de voiture, à 40 ans, commence à rouler en compétition. D'abord, il fait des petits slaloms, et puis ensuite, il passe en championnat suisse de la montagne et puis de Formule 3. Et en l'accompagnant sur les courses, je tombe un petit peu amoureux du sport automobile. Il s'offre un karting pour s'entraîner entre les courses. Du coup, je suis avec lui ce jour-là, et c'est mon cadeau de Noël, Noël 96. Donc, début 97, je commence le karting, j'ai 11 ans. Mais la compétition, je la commence vraiment qu'en l'an 2000, donc l'année de mes 14 ans. Parce qu'avant, je ressentais pas forcément le besoin. Et puis, le deal avec mon père, c'était que je m'améliorais à l'école
pour avoir le droit d'aller faire de la compétition. Et pardon, et il a marché ce deal? Tu t'es amélioré? Ouais, écoute, j'ai passé le bac avec quasiment 17 de moyenne. On raté pas mal de cours et on a choisi un petit peu mes batailles. Par exemple, l'anglais, j'avais commencé très tard en changeant d'école. J'étais une buse absolue, donc j'avais complètement laissé tomber l'anglais. À 18 ans, je passe l'équivalent du bac en Suisse sans parler anglais. Je l'ai vite appris derrière parce que je me suis rendu compte que ça allait être... Pour un sportif, ouais, ça allait être clé. Mais voilà, écoute, il y avait des matières que j'adorais, d'autres où j'étais un petit peu moins à l'aise, mais au final, ça a marché et ça a été le deal jusqu'au bout. D'accord. Et tu as continué les études après, du coup? Et non, après, une fois le bac passé, j'ai pris une année sabbatique pour me concentrer 100% au sport automobile. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler à mi-temps dans une banque en Suisse. Pour m'occuper un petit peu, puisqu'à cette époque-là, on avait 10 courses par année et donc ça faisait beaucoup de temps libre à pas faire grand-chose. Et du coup, tu avais un deal avec ton père aussi, j'imagine, parce que c'est ta famille qui finançait ça. Du coup, tu avais trouvé des financements autour? Écoute, à ce moment-là, je suis passé pilote Renault Driver Development fin 2005. Donc 2005, c'est l'année où je passe le bac. Et en 2005, donc j'avais gagné pas mal de courses en championnat de France et il y avait des prize money. Ok. Et écoute, j'ai bien gagné ma vie cette année. J'ai dû gagner presque 35 000 euros. Et mon père m'avait dit bon, allez, tu les gardes. Et du coup, ça me permettait de vivre et voilà, d'avancer comme ça. Ouais, donc tu peux quand même gagner un peu d'argent en parallèle. Même sur des catégories comme ça, c'est intéressant. Et à quel moment, dans ces moments-là, parce que vous êtes en fait, je sais pas, dans ta catégorie, donc c'est pas de la Formule Renault encore, ça? Si, c'est la Formule Renault 2 litres en championnat de France, donc c'est l'année où je suis champion de France. C'est cette année-là où il y avait un petit peu des primes. Je sais pas si, honnêtement, je ne saurais pas te dire si c'est encore le cas ou pas. Mais à l'époque, Renault était un gros partenaire de ça, donc ça permettait effectivement aux pilotes de gagner des sous. Et ensuite, je passe en championnat d'Europe de Formule 3. Mais là, je suis pas sûr qu'il y avait non, il y avait plus de primes de victoire. C'est 20 personnes aussi en Formule Renault comme ça, enfin en championnat de France? Non, on était bien plus. C'est pas forcément limité. Je me souviens du championnat d'Europe de Formule Renault la même année à Monza, on devait être 42 ou 44 sur la grille. Donc, il fallait pas rater ses qualifications. Et puis, ouais, en effet, ça doit être le bordel. Ouais. Et c'est les mêmes voitures, en revanche. Tout le monde a la même voiture? Effectivement, tout le monde a la même voiture. Après, différentes équipes, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais tout le monde a la même voiture, les mêmes pneus, les mêmes moteurs. Juste pour comprendre un peu, sans rentrer dans le technique de la voiture, du management de l'équipe, parce que sinon, on n'aura pas le temps, mais à ce moment-là, dans ta tête, donc toi, tu as 18 ans à peu près quand tu es sur ces Formules Renault? C'est ça. Ouais. Et donc, il y a potentiellement 40, 50 gosses qui sont à peu près à ce niveau-là, qui sont tous français. Enfin, dans les championnats de France, où faut être français pour faire un championnat de France? Non, écoute, non, parce qu'à ce moment-là, moi, je roule sous licence suisse. Il y avait des Anglais. Donc, finalement, c'est des championnats il y avait quelques championnats clés qui sortaient du lot. Le championnat de France Formule Renault était un des plus importants, avec le championnat d'Angleterre. Et j'en oublie un, peut-être l'Italie. Le championnat d'Italie qui étaient les 3 gros championnats. Et donc, il y avait ces championnats qui se regroupaient et qui faisaient le championnat d'Europe, où tout le monde venait. Mais il n'y avait pas forcément de nationalité entre t'es français, t'es en championnat de France. C'était juste, tu décidais d'aller faire ce championnat parce que les pistes te plaisaient, parce que tu pensais avoir plus de chances de gagner, parce que tu avais un bon deal avec une équipe, etc. Okay. Mais 100% des pilotes de Formule 1 viennent d'un de ces 3 championnats, en fait. Ils sont passés par là. C'est obligatoire. Quasiment. Alors, je ne pourrais pas dire 100% parce que je ne connais pas la carrière de tous les pilotes. Yuki Tsunoda, le petit japonais qui est chez AlphaTauri à côté de Pierre Gasly cette année, typiquement, il est arrivé en Europe assez tard parce qu'il est arrivé en ce qui s'appelle aujourd'hui la Formule 3. Donc, il a dû faire ses classes au Japon.
d'autres pilotes n'ont pas forcément passé par la Formule 2 avant, puisque c'était pas la lignée aussi directe et claire et précise qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une vraie Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1 en Europe. Donc, tu as une vraie marche précise. À l'époque, il y avait un petit peu plus de championnats et tu pouvais passer à droite, à gauche pour y arriver. Mais en revanche, tu as 98% des gens qui sont même dans ces catégories-là, donc ont déjà mis soit beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, de côté une partie de leurs études et de leur vie, qui n'arriveront pas en Formule 1. C'est ça. Et ils deviennent quoi? Enfin, tu sais, parce que tu as des potes qui sont probablement passés par là, quoi. Ouais, effectivement. Alors, il y en a quelques-uns qui retombent sur leurs pattes en partant un championnat d'endurance, les 24 heures du Mans. On en a vu partir en Formule électrique. D'autres en championnat allemand de voiture de tourisme, le DTM. Et puis d'autres qui arrêtent complètement la course automobile et qui font complètement autre chose. Donc t'as un petit peu de tout, mais c'est vrai que entre le nombre de pilotes qu'on était au début et ceux qui en vivent à la fin, la pyramide elle est assez abrupte. Alors du coup, il manque dans l'équation quand même un gros pays où tu officies aujourd'hui, c'est les États-Unis. J'imagine que les Américains, ils ont leur filière d'excellence également, mais tout le monde va plutôt se déverser dans le NASCAR plutôt que dans la F1. Effectivement, les États-Unis ont aussi leur filière. Et après, tu choisis le NASCAR ou alors l'IndyCar, qui est un petit peu la Formule 1 là-bas. Ok. Mentalité très, très différente. Et je peux comprendre que pour un Américain, venir en Europe, ça peut faire bizarre et ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on voit pas forcément de croisement. Et alors que les Sud-Américains viennent plus volontiers. Après, tu vois, ils viennent en Espagne ou en Italie, pays latins, donc ça leur rappelle un petit peu, je dirais, quelque sorte la maison. Ouais. Mais c'est vrai que les Américains, il y en a beaucoup qui partent dans la filière qui est là-bas et qui restent derrière et qui passent en IndyCar et qui sont très heureux. Et honnêtement, pour avoir découvert le championnat, moi, je m'amuse vraiment, vraiment bien. Et ma perception de catégorie reine avec la F1 qui est quand même bien au-dessus de ça, c'est juste parce que je suis français ou les Américains, ils ont la même les Américains, ils ont la perception que l'IndyCar, c'est mieux que la F1? Écoute, je dirais, je peux pas te dire à 100% oui, mais je dirais que la F1 est assez peu connue aux États-Unis parce qu'elle n'y va qu'une fois par année. Alors là, ça y est, vient d'annoncer un deuxième Grand Prix aux États-Unis, donc ça va aider. Et puis il y a Netflix qui a permis de découvrir ça. Mais c'est vrai que la F1 aux États-Unis, c'était un peu une niche. Mais c'est vrai que mondialement, la F1 est bien plus connue que l'IndyCar parce que l'IndyCar aussi a ses défauts et pour le coup ne sort absolument pas des États-Unis. Et je pense que ça mériterait d'avoir une petite course en Europe et une en Asie. Mais ça, c'est mon choix très égoïste. Si je reviens sur ton parcours à toi, donc toi, tu as été champion sur la Formule Renault, tu es monté donc très vite au début, tu as toujours été très en vue de tout ça. Comment ça se passe dans ta tête à ces moments-là? C'est-à-dire que à partir du moment, il y a un moment où tu t'es toujours dit, je vais aller choper un siège en F1. Enfin, ça a toujours été ta North Star à toi, ton objectif final? Écoute, non, c'est assez rigolo. C'est sûr que je regardais la F1, j'étais absolument fan de ça, mais jusqu'à monter en Formule 2, qui s'appelait GP2 à l'époque, et de gagner le titre Asie, je faisais vraiment ça parce que j'aimais ça et sans forcément penser que j'aurais ma chance en Formule 1. Et au moment où je gagne, donc après la Formule Renault, je suis champion d'Europe de Formule 3 et je passe en GP2, je suis champion d'Asie dès la première série, dès la première année. Et à ce moment-là, je me dis qu'effectivement, il y a une vraie chance d'aller en Formule 1 et notamment cette année-là, il y a quelques-uns de mes concurrents en GP2 qui sont promus en Formule 1, donc tu te dis bon, ça va le faire. Ça, c'est la première année où tu trouves un siège chez Renault, c'est ça, 2009? C'est ça, c'est un peu l'année, le cadeau empoisonné, parce que je suis en tête du championnat GP2, c'est ma deuxième année de GP2, je suis en tête du championnat. On m'appelle pour aller chez Renault, je suis pilote managé par Flavio Briatore, pilote Renault depuis des années. Je rentre dans l'écurie, le scandale autour de Singapour, la tricherie, Nelson Piquet explose, les partenaires partent en courant, l'équipe est à vendre et forcément quand tu rachètes une équipe qui a
qu'il y a un scandale comme ça au-dessus de la tête, tu fais peau neuve et tu changes tout. Donc j'ai un petit peu fait partie des meubles quand on a déménagé. Sachant que t'as pas le choix. Je veux dire, toi, peu importe, t'es sur le point d'être champion, tu risques de tout perdre. On te propose un siège en F1. Quoi qu'il arrive, tu dis oui, non? T'as pas le droit de dire non. Si tu dis non, c'est terminé. Donc, Ouais. et puis à l'époque, je pense pas à tout ça. On sait pas que ça va se passer. Donc je dis oui. On me dit c'est 7 grands prix pour t'entraîner. Il y a zéro pression, il y a zéro objectif, il y a zéro. Voilà, c'est juste 7 grands prix pour être prêt pour 2010. Puisque je monte dans la voiture à Valence en août 2009. Je ne suis jamais monté dans cette voiture. On n'a pas de simulateur et je l'ai jamais roulé. Et je connais pas la piste au passage. Alors, attends, juste avant ça, que tu m'expliques ce premier Grand Prix à Valence en 2009, tu te souviens où tu étais quand on t'a dit vraiment le contexte exact, j'imagine, quand on t'a dit où c'est venu par plein de petits à-coups, tu vas conduire en F1? Dans un avion British Airways à Genève en partance pour Londres. D'accord. Qui est-ce qui t'appelle? C'est Mathieu Michel, qui était le bras droit de Flavio Briatore. Et il te dit, il te dit pas est-ce que tu es d'accord, il te dit tu vas conduire. C'est ça, il me dit prochain Grand Prix à Valence, t'es dans la voiture. Et c'est dans combien de temps? C'était dans 2 semaines et demie ou 3 semaines. On rentrait juste sur la pause estivale qui est obligatoire en Formule 1 où toutes les usines doivent fermer pendant 2 semaines. Et du coup, il se passe quoi pendant ces 2 semaines et demie? Écoute, on est en vacances avec Marion, qui n'est pas encore ma femme, au sud de la France, et puis les rumeurs commencent à sortir, donc t'imagines que le téléphone n'arrête pas de sonner, et en même temps, on n'a rien le droit de dire, donc voilà, c'était un peu spécial, et en même temps, on a passé des super vacances, on a un super souvenir, donc voilà, encore une fois, c'était le rêve qui arrivait, et sachant que dans les conditions qu'on m'avait annoncées, c'était plutôt 100% positif. Mais tu te retrouves pas à devoir, je sais pas, faire des préparations spécifiques dans ces 2 semaines et demie Non, parce que l'usine est fermée. D'accord. Et puis, on n'a pas de simulateur, on n'a rien. Donc, on m'envoie une photo du volant avec le manuel et j'essaie de l'apprendre par cœur et de savoir où sont les boutons pour quand je monte dans la voiture. Donc, tu as débarqué à Valence, genre, salut, moi c'est Romain, comment tu vas? Je connaissais le nouveau stagiaire? parce que j'étais depuis 2005, fin 2005, j'étais à Enstone, qui est l'usine Renault, qui s'est ensuite appelée Lotus et aujourd'hui qui s'appelle Alpine. Ouais. Depuis fin 2005, je connais les gens là-bas, je me promène, je vais faire des camps d'entraînement physique, donc je suis pas complètement perdu. Mais c'est sûr que c'est une sacrée tâche de tout découvrir. D'accord. Surtout, comme tu le dis, dans une voiture que tu connais pas et une piste que tu connais pas, quoi. C'est ça. Ok, ça doit être un sacré moment. Comment tu une fois que t'es là dans cette catégorie, t'as forcément comme objectif d'être champion du monde? Oui. Ou c'est enfin, je veux dire, t'es un racer, quoi. T'es un coureur. Si tu fais de la compétition de manière générale, c'est pas pour participer, c'est pour gagner. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Et c'est ce que m'a dit ma fille hier soir. Elle me dit non mais 8 ans. Elle me dit non mais papa, on est d'accord. Hein, quand on participe à un truc là, on s'en fout de participer, on veut gagner, c'est ça. Je fais bon, écoute, je sais pas quoi te dire. C'est un peu mon esprit, mais bon. C'est ça, c'est compliqué. J'ai le même problème à la maison. Non, mais c'est quand même bien de participer. Et en même temps, si on perd, ça fait un peu chier. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ça, après 10 ans dans des sièges, des baquets, il y a quand même tellement de paramètres. Quand moi je lis j'ai suivi ton parcours, je vois que d'une saison à l'autre, dans la même écurie, tu peux avoir une voiture pourrie qui fait que ça anéantit tout espoir de même potentiellement faire des points pour te faire repérer par d'autres, enfin pas repérer, mais en tout cas donner envie à d'autres de venir te recruter. Enfin, il y a tellement de paramètres extérieurs à toi que c'est une sorte de nœud incroyable, non? Oui, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Il faut que toutes les étoiles soient alignées, être au bon endroit au bon moment.
Typiquement, moi, quand je reviens en Formule 1 2012-2013, j'ai une bonne voiture chez Lotus, donc les choses se passent plutôt bien. Et puis 2014, on a la pire voiture du paddock, donc tu te retrouves dernier. 2015, ça va un peu mieux, mais bon, l'équipe est en faillite complète. On est à se faire sortir des chambres d'hôtel parce que les hôtels n'ont pas été payés, alors on est le samedi soir de la course et t'as plus de chambre d'hôtel. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé. Bah, je vais même mieux te dire, c'était le 15 novembre 2015 ou le 13. C'est le soir c'est juste avant les attaques de Bataclan. Okay. Et moi, je suis sans chambre d'hôtel en train d'essayer de joindre Marion, que je sais être à Paris, et j'arrive pas à la joindre, et je vois ce qui se passe aux infos, et c'était pas une soirée très agréable. Ouais, tu m'étonnes. Tu étais où? J'étais au Brésil. Brésil. Super Grand Prix Interlagos. Ok, ouais, donc là-dessus, en effet, tu as un nombre de paramètres complètement dingue, extra, entre guillemets, sportif, quoi. C'est-à-dire, alors, la mécanique est un peu sportive c'est pas de l'extra sportif, la mécanique dans la Formule 1, si? Écoute, non, ça fait partie du sport. Hein. En fait, c'est un sport individuel d'équipe. C'est bizarre parce que t'es seul dans la voiture et finalement t'es seul sur le podium à gagner, mais sans ton équipe tu peux rien faire. Tu peux ne serait-ce que les arrêts au stand, tu peux pas changer les roues tout seul, tu peux pas faire le réglage de ta voiture tout seul, tu peux pas la construire tout seul. Donc en fait c'est un vrai sport d'équipe, mais qu'on rend individuel. C'est un petit peu paradoxal. Alors est-ce que c'est une perception qui a changé chez moi ou quelque chose qui a changé réellement avec Drive to Survive. Donc, je suis pas sponsor Netflix, hein, j'ai juste adoré ce truc, donc je le dis. Mais j'avais quand même un sentiment dans les années Senna, Prost, Mansell, Patrese, tout ça. Tu étais même plus jeune, toi, pour tout cela, mais qui avait quand même une forme de... Enfin, il y avait le pilote et puis il y avait le reste du monde, quoi. Et quand on vous entend tous... je sais pas, dès qu'il y a un accident, on entend le pilote qui s'excuse. Dès qu'il y a une victoire, la première chose qu'il dit, c'est bravo à tous, merci à tous, etc., etc. On a l'impression que c'est devenu, alors paradoxalement, parce qu'il y a peut-être des choses que l'argent a perverti, on le disait sur les qualifs, etc., mais c'est devenu beaucoup plus un sport d'équipe. Moi, ça me fait quand même beaucoup plus vibrer aujourd'hui d'entendre tout ça. Est-ce que c'est juste parce que les conversations sont enregistrées radio et que c'était déjà comme ça avant, ou est-ce que ça a un peu changé Écoute, c'est une bonne question et je ne saurais pas te dire. Je pense que c'était déjà comme ça avant dans le fond. Peut-être qu'on en faisait un petit peu moins parce qu'il y avait moins la radio, il y avait moins le côté sponsor, etc., qui est important. Mais c'est sûr que moi, dès les catégories juniors, tu sais que sans les gens qui travaillent avec toi et qui sont là pour toi, tu feras pas grand-chose. Dans une catégorie junior, dans une écurie, il y a combien de personnes? Ça dépend les écuries, mais écoute, on devait être déjà en Formule Renault, on était 4 voitures dans l'équipe, donc ça devait être une vingtaine de personnes. Tu avais 2 mécanos et un ingénieur par équipe, plus un petit peu le staff autour. 2 mécanos, ça fait pas forcément beaucoup, parce que si tu démolis une voiture au passage, ça leur fait, ou 2 voitures, ça fait un peu de boulot dans la nuit, quoi. Effectivement, ça fait un peu boulot dans la nuit. Après, voilà, dans les catégories juniors, c'est suffisant. Et il y a juste en Formule 1 où ça explose complètement, parce que ne serait-ce que pour le pit stop, tu as 3 personnes par roue, donc ça te fait déjà 12 personnes. Une à l'avant, une à l'arrière qui lève la voiture, tu as 14. Une qui la tient pour pas qu'elle bouge, ça fait 15. Et encore une autre qui est à la lumière pour te dire quand tu as le droit de partir ou pas, donc 16 personnes. Et c'est l'une d'elles qui t'essuie ton masque et tout ça au passage aussi. Vous le faites plus? Le casque, écoute, si t'es en panne si t'es en galère de tear-off, qui sont les petites protections en plastique qu'on a sur la visière, ils peuvent venir t'aider. Et tous ces gens-là, en revanche, on est d'accord, c'est pas leur seul rôle. Ils sont aussi mécanos ou autre chose. Ils sont pas juste là, même si c'est très important, mais à changer tes roues. Non, effectivement, c'est les mécanos qui travaillent sur la voiture. Et là, alors, je ne saurais pas te dire combien il y a de mécanos en Formule 1, mais je dirais au moins, je sais pas, peut-être pas loin d'une 50aine.
Ouais. C'est 61 opérationnels, voilà, c'est ça. 61 personnes opérationnelles. C'est normé, il y a un max, C'est normé, oui. j'imagine. D'accord. Donc, vous déplacez à 61. Non, tu te déplaces à 100 parce que derrière, tu as l'hospitality, le marketing, le management, les physios, qui sont pas considérés en opérationnel. 100, c'est quand même fou. Hein. Ouais. C'est quand même vraiment fou à chaque Grand Prix, quoi. Si je reviens de 2 secondes, parce que c'est un épiphénomène, mais à la fois qui est important au niveau marketing, sur justement Netflix et quel a été on voit qu'il y a une drôle de perception quand on le regarde. Tu les as vus forcément? Je sais pas d'ailleurs, peut-être pas. Mais, Écoute, j'ai vu la saison 2 et le début de la 3. J'ai jamais regardé la 1. Mais Et la 3, on vous voit tous dire. Pardon, on vous voit tous dire ah putain, là encore Netflix. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle. Ils ont une sorte de self. Ils se moquent d'eux-mêmes un petit peu, tu vois, à certains moments. Enfin, on sent que ils coupent pas ces moments. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a créé tout ça? Comment ça se passe en backstage? Est-ce que c'est très authentique? Est-ce que c'est complètement bidon? Tu peux me raconter un peu? Tout est assez authentique, hormis les interviews assises où tu peux toujours raconter un peu ce que tu veux, mais tout ce qui est fait sur l'action, comme en fait ils sont partout tout le temps, tu les oublies complètement. Donc c'est vrai qu'ils se retrouvent à avoir des images à certains moments, t'es pas forcément très fier qu'elles soient enregistrées, t'espères qu'elles vont pas être utilisées. Forcément, elles le sont, celles-ci. Ouais, en général, oui. Après, sur tout ce qui est montage et tout, c'est très à l'américaine. Ils choisissent un petit peu un angle pour chaque écurie dès le début. Mais je dirais que d'une manière générale, les gens ont découvert un petit peu le métier de pilote au travers de Netflix, en voyant le derrière de la scène, en voyant la pression, les demandes, etc., etc. Donc pour moi, ça a été effectivement un coup de génie de la Formule 1, une super série. Et les gens se rendent vraiment compte un petit peu ce qu'est la Formule 1. Et du coup, regarde, parce que effectivement, quand tu vois, ils sélectionnent forcément les meilleurs moments de la saison, mais du coup, tu te retrouves à voir des trucs assez spectaculaires, et derrière, tu te dis, ah tiens, je vais regarder les courses. C'est clair. Et tu dis, je sélectionne un peu un angle par équipe, et en effet, par écurie. Je trouve que l'angle sur Haas, notamment, hein, qui était ta dernière écurie en F1, était sympa. Enfin, alors après, il est probablement aussi sympathique, j'en sais rien, mais en tout cas, Gunther a l'air vraiment. Il est bien présenté sous d'une bonhomie assez intéressante, je trouve. Et je trouve que votre écurie, votre team avec ton fellow pilote était vraiment, je trouve, intéressante. Ça représentait ça aussi la réalité? Écoute, dans une équipe, tu as toujours des très bons moments et des moments plus durs. Après, c'est vrai que les 2 dernières années, les résultats étaient très décevants, donc on n'a pas toujours vécu des moments roses, mais d'une manière générale, sur les 5 ans que j'ai fait avec As, c'est des très bons souvenirs qui en ressortent en premier. Mais même sur ces 2 dernières années, je trouve que... alors on voit que c'est dur, mais ce moment où... D'ailleurs, on voit qu'il capte tout, c'est quand même vraiment fou, en effet, comme tu le disais, hein, mais où en fait, vous n'êtes pas renouvelé. Je vais pas dire que ça se passe bien, mais on a l'impression que, bon, à un moment, c'est comme ça, quoi, tu vois. Bah écoute, tu sais, moi, en ce qui me concerne, j'avais décidé d'arrêter avec As dès le 2e Grand Prix de la saison 2020. Donc dès le 2e Grand Prix en Autriche, j'avais décidé que c'était terminé parce que j'en avais marre, je prenais plus le plaisir que j'avais envie de prendre, et je savais que l'équipe allait aller de mal en pire. Donc le jour où Gunther m'appelle, il était 19h40. À 19h30, je parle à Marion, j'ai dit de toute façon, je continuerai pas avec As, j'ai pas envie. Voilà, je pense que ça va aller nulle part, et c'est plus un challenge qui m'intéresse. Et même pas 10 minutes plus tard, j'ai le coup de fil de Gunther qui me dit, bon bah écoute, voilà, la relation s'arrête là. Financièrement, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre 2 pilotes qui amènent de l'argent et pour l'équipe. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas un coup de fil sympa à passer, mais c'est comme ça. Et en fait, sur le coup, ça finalise la chose. Mais pour moi, c'est pas un gros choc parce que de toute façon, j'ai décidé que voilà, j'ai fait mon temps là-bas et que j'ai plus envie de continuer.
Et quand je regarde maintenant à quel point je m'amuse à faire des courses automobiles aux États-Unis et le plaisir que je prends à rouler, je me dis presque que je suis resté 2 ans trop longtemps. Sachant que tu aurais une opportunité de rouler en Formule 1 de nouveau, tu irais quand même, probablement? Ça dépend des opportunités. Si c'est juste pour être en Formule 1 en fin de peloton, non merci. Parce que comme je le dis, je m'éclate vraiment aux États-Unis. Je prends un super plaisir et j'ai redécouvert la course auto que j'aime. Alors c'est sûr, c'est moins médiatisé, c'est sûr, c'est moins grand, etc. Mais c'est pas pour autant moins compétitif. Après, si tu as un coup de fil de Mercedes ou Red Bull pour venir et te battre aux avant-postes, faut être fou pour dire non. Ouais, c'est peu probable dans le sens où ils cherchent plutôt à faire sortir des jeunes, mais j'imagine qu'ils peuvent avoir besoin de piges de temps en temps. Ils ont leur filière de jeunes pilotes, donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y aura. Pour moi, il y a quasiment aucune chance de ce côté-là. Et voilà, je suis très content de mon temps en Formule 1 et comme je dis, maintenant je suis passé à un autre chapitre et je suis très heureux. C'est quoi aujourd'hui? Donc, tu es chez Dale Coyne Racing, comme on dit, c'est ça, non? Exactement. Quel est le modèle économique donc on est sur du NASCAR, hein. Non, en IndyCar, pardon, IndyCar, excuse-moi, sur l'IndyCar. Donc, c'est la même chose qu'en Formule 1. C'est une écurie qui a un sponsor. Toi, tu es payé. Plus, moins qu'en Formule 1, comment ça se passe? Écoute, c'est des choses en général, c'est des choses dont on ne parle pas trop. Après cette année, je vais être honnête, c'est pas l'année financièrement la plus intéressante pour moi, mais c'était une année que j'avais envie de faire parce que j'ai pu me permettre de le faire et d'avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau. Après, c'est sûr qu'en IndyCar, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes le nombre de personnes. On est dans l'équipe chez Dale Coyne, on est 25. Alors on est la plus petite équipe du plateau. D'accord. Les voitures sont les mêmes pour tout le monde, hormis le moteur. Tu peux choisir Honda ou son compétiteur. C'est pas toi qui choisis, hein, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui choisit. Okay. Et après, tu peux travailler sur les amortisseurs. Alors ça a un gros coût de développement. C'est là-dessus que l'ensemble du budget quasiment passe. Et pour te donner l'ordre d'idée, c'est pas juste pour que la voiture soit plus confortable. Hein. Non, une voiture de course ne sera jamais confortable, surtout en IndyCar. Il n'y a pas de direction assistée, donc je vais me dire que tu finis les courses dans un sale état. Mais c'est un beau challenge, c'est sympa. Et franchement, non, moi j'adore ça et c'est sûr que c'est pas les mêmes budgets, mais les gens sont contents d'aller faire de la course. Comme je dis, nous on est la plus petite écurie du plateau, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aller gagner des courses. Et ça fait plaisir. Et il y a plusieurs types de circuits en IndyCar, c'est ça? Donc il y a les anneaux. Alors il y a des circuits permanents, ce qu'on les circuits qu'on connaît. Il y a les circuits en ville et il y a 3 anneaux dans l'année. Donc 2 super speedway qui sont le Texas et les 500 miles d'Indianapolis. Et un short track qui est à Gateway, qui est un plus petit anneau où tu vas un peu moins vite. Tu peux me raconter juste pour un non-pilote ce que c'est que la différence entre ces courses? Écoute, la différence, c'est que tu roules pas les mêmes voitures entre un anneau et un circuit en ville, puisque tu roules les ailerons très très simple et minimal sur les ovales, puisque ce qui compte c'est finalement la vitesse de pointe. Moi je fais pas les super speedway parce que je me sentais pas de le faire et je trouvais que c'était un petit peu trop risqué, en tout cas sur ma première année. Je vais probablement découvrir Gateway cet été, qui est un short track, donc ça va un petit peu moins vite. Ça reste un ovale, mais ça va un petit peu moins vite. Mais pour le moment, j'ai pas encore roulé sur ovale, donc je ne sais pas quelles sont les sensations, hormis celles qu'on me décrit, qui sont un petit peu bizarres parce que la voiture ne va pas droite en ligne droite, puisque finalement c'est dans le virage où tu veux le volant droit. Donc elle veut tout le temps aller à gauche, la voiture. Et après, sur les circuits en ville, c'est bosselé, c'est dur, il y a les murs, la piste évolue énormément tout au long du week-end. Mais je dirais que les voitures d'IndyCar sont vraiment bien faites pour ça, parce qu'il y a un bon système de suspension, de grippe mécanique, des pneus qui tiennent bien le coup aussi. Et c'est vrai qu'après, en termes de technologie, c'est très très loin de la Formule 1, mais c'est pas ce qu'ils recherchent et ça permet justement de garder des budgets sous contrôle.
J'allais faire la marque, ouais, c'est quand même moins bien que la Formule 1, quoi. Mais non, non, je fais ça en bon français, qui a toujours aimé ça de loin, évidemment, mais c'est différent, évidemment. Je peux pas m'empêcher de te poser la question tu vois, tu évoques les murs sur les circuits en ville, euh, tu évoques les super speedway que tu fais pas cette année. Euh, Moi, je compare à. J'ai peu roulé sur circuit. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, d'aller rouler au Castellet. Et on me disait que la grosse différence avec Manicourt, notamment pour des vrais amateurs comme je suis, c'est qu'à Manicourt, il y a quand même 2-3 passages entre les murs qui font un peu flipper. Euh, c'est quoi le rôle de quel est le rôle de la peur dans tout ça? Évidemment, il y a eu un incident récent qui a dû changer tout ça chez toi, mais de tes 17 ans, 14 ans jusqu'à cet incident à l'automne dernier et après, est-ce que tu peux m'en parler? Écoute, la peur, en fait, le jour où j'ai peur, j'arrête. Puisque la peur, c'est la peur comme on le connaît, en fait, comme on l'a décrit d'une manière générale, c'est pas un sentiment positif, c'est un sentiment qui te bloque et qui t'empêche de faire les choses. Après, en revanche, si on prend la peur au sens plus poussé du terme, plus l'appréhension, ça te permet de mettre tes sens en activité maximale et de rester éveillé. C'est vrai qu'un départ de karting, un départ de Formule 1 ou d'IndyCar ou de rouler à ces vitesses-là, ça reste dangereux. Qu'on le veuille ou non, c'est un sport dangereux. C'est marqué d'ailleurs sur tous les passes, que ce soit en Formule 1 ou partout ailleurs, Motorsport is dangerous. Et c'est vrai que tu as besoin de ce côté un peu... voilà, d'être prêt, d'être conscient, d'être au courant de ce qui se passe. Parce que ça reste ça reste dangereux. Mais encore une fois, si c'est la peur bleue au sens premier du terme, comme on utilise le mot peur, ça n'a plus aucun intérêt parce que tu t'amuses plus, t'es bloqué, t'es pas dans le moment et tu peux pas faire ce que tu veux. Donc de l'appréhension à certains moments, oui. Certaines choses, tu joues un petit peu. Il y a des jours où tu te sens mieux que d'autres, mais voilà, après ça a pas vraiment changé avec l'accident. C'était quelque chose qui m'inquiétait avant la première course de l'année en IndyCar, en me disant qu'est-ce qui va se passer au moment du départ, comment je vais me sentir. Et puis finalement, une fois que le moteur a démarré, que j'avais mis mon casque et que j'étais parti pour rouler, c'était comme avant, presque comme avant. Il y aura toujours une différence parce que j'ai vécu un moment fou, mais je me sentais pilote de course qui était dans sa course, dans son départ et prêt à aller doubler les autres. Et le fait que tu fasses pas de super speedway, justement, c'est pas lié à ça. Quand tu dis la vitesse, c'est trop rapide ou c'est... Écoute, c'est lié plus à ma famille et mes enfants et ma femme. Parce que après l'accident, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour mes proches d'entendre que je voulais refaire de la course automobile et que je voulais continuer. Parce que eux, ils étaient à 7 heures, 8 heures de vol de leur papa, de leur mari, qu'à la télé pendant 2 minutes 43, quel moment entre l'impact et le moment où on me voit vivant dans la voiture médicale à la télé, ils savaient pas s'ils avaient encore un père ou un mari ou un fils pour mes parents ou un ami pour mes amis. Et du coup, au moment où je leur ai dit j'aimerais quand même faire l'IndyCar. C'est un championnat qui me plaît. Je sens que je peux m'éclater. On a pris ce qu'on a appelé une décision d'équipe où on s'est dit ok, on fait ça, mais on fait pas les super speedway parce qu'on veut pas. Pour le moment, on n'est pas prêt à revivre une situation où potentiellement il peut y avoir un gros crash parce que à 400 km/h quand ça part sur un super speedway, c'est en général un gros crash. Alors on touche du bois, souvent le pilote sort indemne, mais les images sont folles. Et du coup, on s'est dit, écoute, pour le moment non. Pour le moment non, on n'est pas prêt. Et je leur ai dit, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Je trouve que c'est un bon deal. Voilà, ça me permet de faire une saison quand même, de faire les choses que j'aime, un championnat que j'aime. Et vous, de votre côté, ça vous permet aussi
voilà, de pas être en peur à chaque fois que papa il va prendre un départ. T'as pas eu besoin de conciliateur, non, d'intermédiaire, tout ça? Non, écoute, on a toujours beaucoup discuté depuis l'accident. Ça a été important pour les enfants de comprendre, voilà, d'être impliqué aussi dans mon retour sur le choix de ma combinaison, mes gants, mes chaussures, mon casque, les couleurs, etc., pour que voilà, ils se sentent impliqués dans le projet et de voir que papa il est content parce que il fait ce qu'il aime. Alors, ça me parle beaucoup, je dois dire, pas du tout l'accident, etc., mais tes enfants, à peu de choses près, exactement l'âge des miens. Et donc, j'arrive à peu près à me projeter en me disant qu'est-ce qui se passerait si s'ils devaient vivre ça, etc. Alors, je pense que le plus jeune, 3 ans, le ou la plus jeune, doit pas tout comprendre, même s'il y a un peu de stress autour. Les deux autres doivent quand même, ont dû quand même un petit peu prendre un sacré choc. Euh, c'est quelque chose dont ils l'ont pas vécu en direct quand même. Si, c'est rare c'était rare qu'ils regardent les courses en direct. Et le 29 novembre 2020, ils étaient en week-end chez mon père à la montagne. Mon père les a ramenés à la maison à 15h pour regarder le Grand Prix avec ma femme. Et du coup, ils étaient tous devant l'écran géant à la maison. Et pour le coup, ils regardaient tous le Grand Prix, le départ ensemble. Oui, donc il y a eu un petit trauma quand même. Il y a eu un moment effectivement un peu compliqué. Alors heureusement, la femme de mon père était là, a pu prendre les enfants tout de suite pour les sortir. Et apparemment, ils ont été manger tous les Kinder et les gâteaux au chocolat qu'il y avait dans la maison pour penser à autre chose. Ça marche. Ça a fonctionné. Mais c'est sûr que derrière, on a eu beaucoup de discussions et ils avaient plein de questions. Et voilà, on en a parlé. Après, ils m'ont aidé sur tout ce qui était rééducation, traitement de mes plaies. Changement de pansement et tout. Donc, tu vois, on a vraiment beaucoup discuté, on a bien avancé. Et pour te dire même, mon fils de 5 ans, qui va avoir bientôt 6 ans, Simon, avant le début de la saison, il m'a dit, papa, ça serait quand même bien que tu fasses les courses qui tournent en rond. Ah. Ils se rendent peut-être pas compte de tout ce que ça implique. Non, pas encore, mais bon, tu vois, je pense qu'ils sont contents, ils aiment bien regarder. Ils ont regardé la course, la deuxième course de l'année qui était à 18h30 heure française, donc ça leur a permis de la regarder. Et pour te dire, c'est la première fois qu'ils restent du début à la fin devant une course. Normalement, ils regardent le départ et puis après, ils en avaient marre. Et pour le coup, l'IndyCar, c'est long. Donc, ils ont bien tenu, ils ont bien regardé, ils ont tout compris et c'est chouette. Avant de reparler juste 2 secondes d'Anneau, parce que j'ai une question à te poser là-dessus, mais je dois quand même te poser une question. C'est toi qui dis à un moment, me semble-t-il, dans Drive to Survive, il est possible ou il est probable qu'un jour, quand je serrerai la main des gens, ils le sauront pas, mais ils me serreront les fesses. Est-ce que tu t'es fait greffer vraiment un bout de fesse sur les mains ou pas du coup ? Écoute, pour le moment, non. On a réussi à faire un traitement conservatif. Après, conservateur, pardon. Il semblerait quand même qu'en fin d'année, en fin de saison, d'IndyCar, j'ai besoin de faire une greffe. En tout cas, sur l'index et le pouce. Et sur le dessus de la main, on va peut-être attendre 2022. Mais voilà, j'en parle pas beaucoup, mais j'ai mal tous les jours. Ça reste une limitation. J'ai des exercices à faire, j'ai de la crème à mettre toutes les heures. Je peux pas aller au soleil. Je dois faire attention. Je peux pas me cogner la main. Donc voilà, c'est tout petit, c'est rien du tout, mais c'est pas non plus tout rose comme je le fais un petit peu, voilà, comme je le montre un petit peu. Mais écoute, je peux pas me plaindre parce que c'est rien du tout par rapport à ce qui m'est arrivé. Et peut-être que je me trompe, mais c'est aussi des micro-douleurs qui te rappellent toujours à l'événement quand même. Oh bah tu sais, il suffit de regarder ma main qui a la couleur d'un carpaccio pour que je m'en rende compte. Hein. Ça restera à vie. Au début, j'ai rêvé un petit peu en me disant que ça allait bien se guérir, et puis finalement, le temps avance. On va être à 5 mois. Et c'est encore très présent et très visible, mais en même temps, tu sais, ce jour-là, pour moi, il est positif parce que justement, je disais, ça m'a permis de réaliser à quel point la vie tient à un fil et que chaque jour, chaque seconde est un bonus. Donc, tous les petits problèmes qu'on voyait avant, hein, tout ce qui était négatif, aujourd'hui, je me dis, bon, ça reste des petits problèmes, c'est pas bien grave. On va les résoudre. Et je pense que vraiment dans ma vie, ça sera une expérience qui aura changé ma vie, mais pour le meilleur.
Et ça, c'est pas un truc qu'on dit uniquement, je veux dire, quand on est derrière un micro. C'est vraiment un truc que tu vis, tu as l'impression de, je sais pas, une nouvelle vie, enfin un nouveau. C'est vraiment, c'est pas juste un moment marquant, c'est vraiment un tournant. Oui, c'est un tournant. C'est un tournant, c'est un deuxième chapitre. Tu vois, c'est un deuxième chapitre de ma vie et vraiment, je vois les effets au quotidien dans ma vie. Enfin voilà, les problèmes sont plus des problèmes. Quand j'arrive à un avion annulé ou qu'il faut que je prenne une voiture et que je conduis 6 heures parce que j'ai plus de connexion ou tous les trucs où tu vois des bêtes où tu te dis ah c'est pas possible, quelle vie de haine, etc. Aujourd'hui tu dis bon, bah, je prends la voiture, je vais rouler, je vais appeler les copains et puis ça m'occupera. Parce que tu vois, évidemment, j'ai envie d'une chose, moi, quand je t'écoute, c'est me dire, ok, j'ai pas envie de vivre ce que tu as vécu, évidemment. Euh, mais j'ai envie d'en tirer les bénéfices, tu vois, en t'écoutant. Et souvent, tu sais, quand tu lis ces livres ou que tu écoutes ces personnes là comme toi, bah, ça marche un temps et puis au bout d'un moment, tu reprends de temps en temps un peu ces travers, quoi. Toi, tu as l'impression que ça va pas être une passade, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va rester. Écoute, le naturel revient au galop, mais encore une fois, tous les matins, je me lève. La première chose que je dois faire, c'est crémer ma main, enlever mon gant de compression et crémer ma main. Et du coup, le rappel, il est là. Hmm. Donc si tu veux, voilà, c'est devenu naturel parce que tous les jours, j'ai un rappel. Peut-être que si j'avais aucune séquelle, aucun besoin de faire quoi que ce soit de traitement, etc., les choses auraient évolué. Mais maintenant, c'est en train de s'inscrire dans le temps et je vais me faire voilà, un devoir de me rappeler tous les matins que c'est un jour bonus et que la vie est belle. Tu fais partie de ces pilotes qui ont été pas mal accompagnés, je crois. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs, on va dire, pas, pas philosophie, si, un peu, mais je veux dire, alors, bon, il y a souvent un accompagnement sportif, il y a un accompagnement psychologique. Je me trompe? Non, effectivement, non, moi je travaille avec alors les entraîneurs physiques depuis des années, depuis 16, 17, 18 ans, je sais pas, mais effectivement, et un travail psychologique depuis 2012. Et pour moi, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie et c'est important de le continuer parce que non seulement ça m'a permis d'être un meilleur pilote, mais ça m'a aussi permis voilà, d'être un meilleur papa et un meilleur mari. Euh, et je le dis souvent, pourquoi on utilise un entraîneur physique pour sculpter son corps ou être meilleur et on n'utiliserait pas un psychologue pour entraîner son cerveau. Sachant Hmm. que le cerveau est quand même un petit peu plus compliqué, à mon sens, que faire des soulevés de terre ou des choses comme ça, ou qu'on peut finalement recopier un petit peu dans les livres. Donc voilà, j'ai aucun problème à en parler. Je sais que chez beaucoup de sportifs, c'est tabou, ils veulent pas en parler, etc. Euh, Nico Rosberg a travaillé beaucoup avec des psys. Elle a jamais dit tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, je peux le dire parce qu'on a fait un podcast ensemble Ouais. et il m'a dit, moi aussi, j'ai eu recours à un psy, mais j'ai jamais eu la force de le dire. Et moi, au contraire, je trouve que c'est une preuve d'intelligence d'aller chercher des petits détails, des choses chez quelqu'un dont c'est le métier. Il me semble en effet qu'il est sorti du bois récemment. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il dit notamment que je crois que lui a grandi en tant que pilote aux côtés de Hamilton et qu'il avait cette sorte de blocage d'avoir le Lewis, si je peux l'appeler ainsi, euh, pour qui il devait, enfin, il se mettait toujours dans sa roue en fait. Pour lui, Lewis était devant et lui, il était derrière. Il a fallu qu'il travaille pour réussir à passer devant. C'est ça, hein? Effectivement, ouais, je pense que. Alors, j'ai pas lu ça, mais je veux bien croire ce que tu dis, ils ont commencé le karting ensemble il y a des années, ça devait être début des années 2000 de mémoire. Et Nico est champion en 2016, donc 16 ans plus tard, et pendant 15 ans, Lewis l'a battu. Donc j'imagine que ça n'a pas toujours été simple. Voilà, mais je sais je pense qu'il y en a d'autres qui travaillent avec des psychologues, voilà, mais qui veulent pas le dire. Je sais pas pourquoi aux États-Unis c'est très ouvert et on sait que les délégations olympiques travaillent avec des psys depuis des années et des années. Et chez nous, c'est un petit peu plus tabou. On n'ose pas en parler. C'est presque être faible d'aller voir un psy, alors que pour moi, c'est complètement l'inverse parce on a tous nos petits problèmes. On a tous des jours où ça va mieux que d'autres. Et si on arrive à comprendre et à améliorer ça, on devient meilleur. Sachant que j'ai fait un épisode avec Anaëlle Malherbe, qui est
la préparatrice mentale de l'INSEP, enfin l'une des, mais je crois qu'elle dirige tout ça. C'est un super épisode. Il y a aussi l'idée, c'est que même quand tu vas très bien, pour aller encore mieux et mieux que mieux, quoi, tu vois. Et c'est aussi potentiellement, je veux dire, si tu prends physiquement, c'est pas juste parce que t'es gros, sans muscles, et voilà que tu dois avoir un préparateur physique. C'est aussi pour aller pousser au max du max, quoi. Et je pense que l'esprit a potentiellement la même typologie de besoins, quoi. J'imagine, non? Exactement. Pour moi, on atteint jamais, on n'a pas de limite en fait. On peut toujours aller plus loin, plus haut, plus fort. Et je dirais que c'est vrai que c'est de ce côté-là. Pour moi, le cerveau est extraordinaire et encore aujourd'hui, je pense qu'on comprend pas tout dessus, mais du coup, c'est même quand on va bien, on peut aller mieux et on peut aller chercher encore plus loin. Qu'est-ce que tu dis à ton ou ta préparatrice là-dessus, psy, mental, la première fois que tu la revois, enfin, si c'est pas trop rentré dans le privé, mais après un accident comme ça? Écoute, on en a très vite parlé. Alors, j'ai pas pu répondre au message tout de suite parce que j'avais pas les doigts libres, donc c'était pas pratique pour taper sur le téléphone. Mais l'accident a eu lieu le dimanche soir et le mardi soir, on faisait déjà un Skype pour faire une première séance parce que forcément, il y allait avoir des choses, des séquelles, des choses, voilà, après un trauma comme ça. Et donc on a commencé à en parler tout de suite. Les premières questions, c'est est-ce que tu as des cauchemars, est-ce que tu as des flashbacks, comment les choses évoluent, et on en a parlé. On a parlé de différents moments de l'accident. Elle m'a demandé de le raconter, et en fonction du ton de ta voix et de ton expression, elle arrive à savoir s'il y a des blocages ou s'il y a des phases qui étaient un petit peu bloquées. Effectivement, il y en avait une ou deux qui étaient plus dures à digérer que d'autres. Et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé, qu'on a essayé de comprendre et d'avancer. Tu as expliqué à différents endroits cet accident, hein, on le trouve, j'ai l'impression, repris sur plein d'ailleurs. Je pense qu'à chaque fois que j'ouvre TikTok, je vois les détails de l'accident repris en 3D, repris dans tous les sens, aussi tes témoignages divers et variés. Tu as perdu connaissance dans la voiture? Non. Non. Et alors c'est une chance extraordinaire parce que si j'avais perdu connaissance, je pense qu'on serait pas là en train de parler. Et en même temps, c'est un énigme pour les docteurs parce que j'ai quand même pris une décélération de 67 G. Et 67 G. Ouais, j'étais l'homme le plus lourd de la Terre. Je devais faire 3800 kilos au moment de l'impact. Et j'ai pas perdu connaissance, et ça ça a été des successions de miracles, à commencer par là. Tu as rien cassé? Le genou gauche, mais je m'en suis rendu compte une semaine et demie après. D'accord. Ouais. Mais le genou cassé. Le plateau tibial, le haut du plateau tibial, effectivement, j'ai encore un petit peu des séquelles à certains moments dessus, mais voilà, tu vois, on le sait quasiment pas parce que d'une part, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et d'autre part, c'était pas bien grave. Donc j'avais la cheville gauche foulée, le genou gauche, le plateau tibial cassé, et puis les deux mains brûlées. Et donc, sans perdre connaissance, il y a quand même ce moment où tu te retrouves donc au milieu de toutes ces flammes, et tu mets un moment à t'en rendre compte? Alors après, si tu veux, ça a duré 27 secondes, les dernières études. Pour moi, ça a duré 1 minute 30. Donc, en gros, tout est presque multiplié par 3 en termes de temps. Mais oui, au début, je me détache, sachant que j'ai pris un gros shoot. Je me détache en me disant je vais me lever de la voiture parce que c'est le premier truc que j'essaie de faire en général pour montrer que je vais bien. Et aux premières fois que je me lève de la voiture, je me rends pas compte qu'on est en feu et que voilà, je suis dans un brasier. J'essaie de me lever tranquillement. Je me rends compte que je suis bloqué. Et à ce moment-là, je me souviens de dire je vais attendre qu'on vienne m'aider. Donc ouais, tu t'es quand même sonné un peu parce qu'il y a oui, c'est sûr, tu peux pas prendre 67 G et pas être sonné, mais après je regarde à droite à gauche et je me rends compte que j'ai pas le temps d'attendre. Et là, t'as pas le temps d'avoir peur non plus, j'imagine, à ce moment-là. Non, t'es dans l'action. Tu essaies de trouver des solutions, et c'est là,
sais pas, moi j'ai un esprit très cartésien, très mathématique. Et je me souviens avoir fait différents mouvements, différentes choses, un peu comme si je mettais des croix dans des box, dans des carrés, tu sais, en disant bon, j'ai essayé à droite, j'ai essayé à gauche, j'ai essayé un peu devant, j'ai essayé un peu derrière. Donc qu'est-ce que je peux encore essayer pour sortir d'ici? Et tu as trouvé une issue. Et j'ai trouvé une issue grâce à mes enfants. C'est eux qui m'ont, au moment où j'allais un peu lâcher prise en me disant bon, ça y est, c'est terminé. J'y pensais à ces trois petits singes. Je me suis dit, je peux pas les laisser sans papa. Faut que je trouve une solution. Et c'est à ce moment-là où j'ai réussi à mettre un énorme coup d'épaule qui a cassé la pièce qui me retenait bloqué dans la voiture. Et j'ai pu sortir. Et donc, il y a une demi-seconde où tu t'es dit, c'est terminé. Ouais. Oui, il y a un moment où je me suis presque relâché et dit, bah voilà, c'est fini aujourd'hui. C'est glaçant à la fois, même si c'est chaud. Honnêtement, c'est un moment que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Pour moi, j'étais à 5 cm de la mort. Si je dois la visualiser, lui mettre quelque chose comme un écran qui se rapproche de toi, invisible, pour moi, ça s'est arrêté à 5 cm du bout de mon nez. Et je souhaite ça à personne parce que c'est un sentiment, un truc de dingue. Et en même temps, c'est pour ça que je te dis que ma vie aujourd'hui, elle est différente. Et je pense que ça restera à jamais. Et c'est pour ça que ça peut pas revenir comme avant. Tu m'as dit, il n'y a pas eu de peur. C'était douloureux? Pas sur le coup. 20 minutes après, oui, ça a été extrêmement douloureux. Et puis, après, ça va mieux. Alors, après, j'ai eu la découverte de la morphine, qui est une excellente invention. Donc, ça a été un petit peu mieux. Après, une brûlure, en fait, là où les brûlures sont horribles, c'est qu'au début, t'as pas mal parce que les nerfs sont brûlés. Donc, une fois que le choc, la violence, et c'est finalement la jambe que j'avais mal, une fois que la douleur dans la jambe est passée, les mains me faisaient pas forcément souffrir. Donc, on est fin novembre. Et j'ai eu 2 semaines extrêmement violentes en douleur juste avant Noël. Où en fait, les terminaisons nerveuses se reforment. Et à ce moment-là, tu souffres. Donc en fait, au lieu de guérir, comme quand tu te casses un os, ça va de mieux en mieux et tu as de moins en moins mal, tu as de plus en plus mal. Et ça, psychologiquement, c'est dur. Et tu sais t'es accompagné, j'imagine, tu sais qu'il y a un bout du tunnel. C'est ce qui te fait tenir? Écoute, moi, c'était un objectif sportif. C'était de me dire fin janvier, je veux être capable d'avoir un volant dans les mains et de remettre des gants. Donc voilà, c'était ça l'ordre du jour, et c'était de faire en sorte que j'y arrive. Qu'est-ce qu'elle en dit, Marion, de tout ça? Sur le moment, je veux dire, quand tu te dis ça? Elle a été super, et encore une fois, pour moi, c'est un travail d'équipe et une décision d'équipe de revenir, et je pense qu'elle a compris. Voilà, autant la Formule 1, pour moi, c'est terminé. Tous les gens m'ont dit, ça doit être dur de regarder les Grands Prix de Formule 1 en 2021. Je leur ai dit pas du tout. C'est du plaisir. Moi, j'adore regarder la Formule 1 parce que je suis fan de ça et j'adore. Mais j'ai aucun regret de ne pas être sur la grille. Autant le sport automobile, je lui ai dit, écoute, je suis pas arrivé au bout de ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire plus. Il y a plein de choses qui m'attirent, et je pense qu'elle l'a compris, et elle sait que voilà, ça fait partie du Romain Grosjean qu'elle connaît. J'ai pas vérifié cette info, mais on m'a dit que tu étais contre le halo. Au début, oui. Qu'est-ce que t'en... Pardon, j'ai rien, je me moque un peu, mais... Ah bah tu peux, hein. Et puis je me souviens de mes déclarations, hein. Au moment où le halo est sorti, j'ai déclaré c'est un sale jour pour la Formule 1. D'accord. Et tu vois, le 29 novembre aurait été un très sale jour pour la Formule 1 s'il n'y avait pas le halo. Donc il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, je ne monterai pas dans une voiture si elle n'a pas de halo. Ouais. En revanche, sur tes IndyCar, là, il y a des espèces de vitres là autour. Alors peut-être que c'est bien, ça protège, mais alors c'est moche. Écoute, il y a un halo dessous et par-dessus, il y a une vitre, effectivement. Il se démarque un petit peu en ayant mis cette vitre. C'est pas forcément super esthétique. Après, en termes de sécurité, c'est une protection de plus. Donc, je dirais, voilà. Après, quand tu roules, tu l'oublies complètement, hormis qu'il n'y a pas du tout d'air dans le cockpit. Ah oui.
Ouais. Ouais, surtout que la voiture, le moteur doit chauffer un peu, j'imagine. Moteur chauffe, t'as pas d'air qui rentre, il n'y a pas de direction assistée, donc le volant est lourd, mais quand je dis lourd, en fait, on se rend même pas compte de la force qu'il faut pour tourner le volant. Tu vois, j'ai conduit plein de voitures dans ma carrière, mais il y a rien qui se rapproche même à 50% de l'effort que tu dois mettre. Et je trouve que c'est cool, c'est un beau challenge et il faut pas changer ça. Ouais, il y a un côté retour en arrière aussi, parce que quelques potes qui font des courses, tu sais, les classiques ou bon, c'était la voiture des années 80 un peu, ça. Et avant, quoi, je veux dire, hein. C'est vrai que Ouais, ça doit être. effectivement. Euh, euh, ouais, on n'a plus beaucoup de temps. J'aurais 1 million de questions à te poser sur tous ces points, en effet, parce que c'est vrai que ce sont des choses sympas que vous êtes les seuls à vivre aussi. Tout ça. C'est un des gros points difficiles du sport automobile. En fait, au foot, au tennis, tu peux prendre une raquette, un ballon et tu peux te comparer à Kylian Mbappé, à Roger Federer, à Rafael Nadal, à Zidane. Et tu peux voir à quel point t'es bon ou t'es pas bon, ou tu vois, t'es pas dans le même niveau. En sport automobile, on est extrêmement limité. On peut pas comparer directement. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est ce qui manque vraiment dans le sport auto, c'est que les gens se rendent compte en fait à quel point c'est exceptionnel, c'est difficile, c'est précis et ce que ça demande. Arrête, tu es en train de tordre ce couteau dans la plaie de ce type qui est jaloux de toi, qui a commencé On l'épisode ira comme faire ça, du en te karting un disant. jour, je te promets. Ouais, bon, bah là, tu vas m'éclater, mais tu vois, ce que j'allais te dire justement, c'est que j'ai dû faire. Ah, mais bah, si tu me promets, je te prends au mot. J'en rêve avec toi, alors là, j'adorerais. Mais j'en ai fait, je sais pas beaucoup, 30 fois, 40 fois du karting dans ma vie. Et j'ai pas gagné à chaque fois, mais j'ai quand même toujours été, tu vois, jamais été ridicule et toujours été bien. Mais évidemment, si tu me mets, donc c'est le truc qui m'a toujours. Mais parce que aussi très jeune avec mon frère, on tournait sur alors des simulateurs là pour le coup sur PC ou des choses comme ça. Mais on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. Donc tu as des apprentissages de trajectoire, de tas de choses. Mais tu te dis, voilà, j'aimerais tellement avoir eu l'opportunité de mesurer à tous ces types et je me serais forcément fait éclater. Mais tu vois, c'est ce petit truc, cette petite musique qui est là. Voilà, mais tu as raison, hein, en effet, on peut pas. Voilà. J'avais une question sur les anneaux. Après, je te pose mes 3 questions habituelles que je pose. Dans un anneau, on a juste l'impression que, enfin, je sais pas, c'est compliqué alors là, pour le coup, un fan de Formule 1, de se dire, mais c'est quoi la course dans l'anneau, en fait, tu vois? Alors, je sais qu'évidemment, tu te déportes, que ça va super vite, c'est très physique, mais tu vois, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de. Enfin, si, il y a des dépassements, mais tu peux m'expliquer le trip de l'anneau, très vite? Écoute, je ne le comprends pas pour le moment. Je suis dans le même bateau que toi. Mais il Ok, faut parler à tous les pilotes d'IndyCar et ils disent que c'est les meilleures courses de l'année. Donc ok. c'est pour ça à un moment je me suis dit je peux pas ne pas essayer. Tout le monde a l'air d'adorer ça. Alors qu'honnêtement quand on est européen, ça paraît, enfin oui effectivement ça paraît. Tu te dis c'est tout à fond, ça tourne en rond, il n'y a pas de freinage. Et en fait ce qui paraît c'est une course super stratégique, intéressante et que t'as un pied fou. Donc écoute quand j'aurai essayé on en reparlera avec grand plaisir. Mais pour le moment je ne sais pas te dire. Ce sera annoncé, voilà, dans Génération du Turself. Romain Grosjean fera de l'anneau un jour. Bon, il a encore 1 ou 2 personnes à convaincre autour de lui, je crois. Ouais, on va travailler dessus, écoute. Écoute, je t'aiderai si tu veux. Très rapidement, j'ai 3 questions pour toi. Comment tu progresses, Romain, dans l'absolu? Tu travailles. Très bien, ça me semble franc, droit et direct. Euh, c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, c'est une bonne question ça. C'est d'essayer un truc, de pas y arriver et de chercher la solution pour y arriver. Et en fait, dans la recherche de la solution, tu es obligé de te pousser et de faire des choses qui sont pas forcément les choses que tu fais naturellement. Et j'aime bien ce challenge. Ok. J'adore aussi. Je pense que c'est là où on progresse toujours. C'est là où vient le travail. Tu aurais un livre à me recommander? Écoute, celui de ma femme, À Sœur perdue, elle vient de sortir Eh son bien, premier roman. Alors, j'ai vu ça. je lui fais un petit Voilà. peu de promo au passage. Et, écoute, Eh ben, tu as je suis raison. très très fier d'elle parce que c'est pas simple et je suis incapable de le faire. Et écoute, les critiques sont bonnes, donc je suis très heureux pour elle. Très bien.
Eh ben, je mettrai le lien. Bravo. Avant de te poser mes deux dernières questions, je voudrais juste te dire que de loin, tu es aussi un modèle là-dessus. Je trouve que cette relation que tu as et que vous partagez vers l'extérieur, elle est, je trouve, très émouvante et très belle. Merci. Et cet échange que tu as avec ta femme, comme ça, la manière dont vous vous soutenez mutuellement, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me plaît beaucoup. Donc, tu pourras lui dire. Et pareil, en tant que papa, j'ai l'impression que, tu vois, tout ça, on voit la place que c'est pas le cas de tous mes invités ici, hommes ou femmes, mais j'admire et j'adore et je m'inspire de personnes comme toi. Donc, c'est très beau. Où est-ce qu'on te suit? Instagram? Où est-ce qu'on te contacte? Instagram, c'est mon réseau social favori. Avec Twitch que j'ai découvert en lançant mon équipe d'e-sport l'an dernier. Ok. Et je trouve qu'il y a une communauté super bienveillante. Et j'adore partager des moments sur Twitch. Je vais me mettre à Twitch prochainement. Je ne l'ai pas trop dit encore ici, mais je vais me mettre. On fait tout un setup vidéo. Donc, écoute, on essaiera de se retrouver là-bas. Avec grand plaisir, parce que c'est vraiment une plateforme que j'aime utiliser. Et je trouve qu'il y a un super échange et une vraie communauté bienveillante et qui vient pour partager avec toi, alors qu'à certains moments, alors depuis le feu, il y a beaucoup moins de haters. Ça les a cuits. Mais sur certains réseaux, à l'époque, c'était pas toujours rose. Toute dernière question cette fois-ci, si tu avais l'occasion de murmurer à l'oreille de Romain un mot du Romain qui découvre le karting de son père, le kart, et si tu pouvais te dire quelque chose, revenir en arrière et te dire quelque chose à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? C'est une excellente question, tiens. Écoute, crois en toi plus que ce que je ne l'ai fait. Je me dirais la même chose, figure-toi. Il y a des tas de points que j'aurais aimé aborder. J'aurais aimé aborder la guerre psychologique entre les pilotes. J'aurais aimé aborder la guerre qui fait que tu gagnes des dixièmes de seconde. Et voilà, j'aurais aimé aborder le poids sur les F1. On se fera peut-être un autre épisode si on a le temps. Avec grand plaisir. Mais j'ai passé un super moment avec toi. C'est une super découverte. Je tiens à dire à tout le monde d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, mais que la raison pour laquelle tu dois partir très si vite, c'est que tu dois t'occuper de ton fils tout de suite. Donc tout ça n'est pas du bullshit. Non, écoute, il y a une prise de sang et du coup, j'ai promis à ma femme et à mon Sacha, qui est le grand, que je m'occupais de lui parce qu'il n'aime pas trop les docteurs. Donc voilà. C'est la mission de la journée. Donc, je respecte ça infiniment. Il va y avoir un upload sur le logiciel qu'on utilise, donc ne ferme pas ta fenêtre. Mais je te remercie 1000 fois. J'ai passé un super moment. Je m'attendais à ça. Je suis content parce que j'ai pas été trop fanboy, alors que je le suis quand même. Mille merci, Romain. Et puis, je te souhaite plein de choses. Tu m'as beaucoup inspiré aujourd'hui, et notamment sur la philosophie de vie après cet accident. Je vais essayer, moi, de garder ça tous les matins, même si j'ai pas cette crème et cette plaie à penser. Mais j'y penserai aussi pour que tu fasses profiter de ce drame, mini-drame à tout le monde. En tout cas. Merci. Merci à tous. Je vous remercie de suivre Génération Do It Yourself. Si vous découvrez ce podcast avec Romain, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous inscrire sur Apple Podcast notamment, et à laisser des commentaires avec 5 étoiles, parce que 5 étoiles, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'on cherche. Et puis des bons commentaires sympas, c'est cool. J'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine sur Génération Do It Yourself, gdiy.fr. Salut, je vous embrasse. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.